Nous sommes tous des porteurs d'opinion et pas de la vérité absolue, mais vous le savez, au tribunal de l'actualité, les faits sont sacrés et les commentaires libres. Bienvenue à cette nouvelle audience qui se propose d'analyser pour vous les deux événements majeurs qui ont marqué et continuent de marquer cette fin de semaine au pays de l'homme intègre. D'abord, la réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères du Burkina, de la Guinée et du Mali, puis la conférence des commissaires de police, toujours en cours à Ouagadougou. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, président Toumongui. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Toumongui. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel que soit le quartier de notre village planétaire d'où vous nous suivez, sur la télé interactive True TV en simultané sur Radio Watt FM, la radio 100% urbaine. C'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui démarre avec la séquence des avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et on commence avec le juge Geoffroy Vara. Oui, merci, président. Mon avant-propos va concerner la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité qui hier donc a annoncé avoir mis aux arrêts un cyberescroc plus B qui avait pour domaine de prédilection l'escroquerie grâce aux moyens de communication donc électronique. C'est pour ça que vous aviez la BCLCC qui était donc sur le coup. On parle de blanchiment de capitaux, il y a des escroqueries donc via les outils que nous avons. Et c'est toujours pour eux aussi le moment de nous rappeler que sur les réseaux et les plateformes sur lesquelles nous sommes présents, il y a des comportements à avoir. Il faut faire très attention. Ne pas être crédule au point du fait de conversations qui durent peut-être 6 mois. On se dit, bon, c'est qu'il y a eu le temps de se connaître et tout. Vous vous livrez et quelquefois, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Parce que en la matière, il est des personnes tellement fines dans ce qu'elles font que vous finissez toujours par être confiant. Mais quand vous mettez toute la mesure, parce que vous vous dites que ce soit les réseaux sociaux ou de la vie de tous les jours, ce que je ne vais pas permettre à quelqu'un en termes de consultation, pour ce qui est du privé pour moi, je ne vais pas le faire accéder à quelqu'un que je ne connais pas, même si on a des conversations qui sont poussées ou quoi que ce soit, mais si j'ai une confiance qui n'est construite que sur du virtuel. Et c'est donc féliciter cette brigade-là qui continue de faire du bon boulot et puis qui continue aussi à travers, par moments, ces points de presse où on présente des éléments concrets de personnes soupçonnées donc qui sont arrêtées, de donner encore toujours la pédagogie et c'est très important dans ce monde qui est devenu délicat, notamment avec le virtuel. Le monde est devenu délicat avec le virtuel, il faut faire très très attention. Les cyber-escrocs sont partout, ils ont des moyens, ils ont des initiatives, ils ont l'imagination très fertile. Il faut faire très attention pour ne pas vous faire arnaquer. Juge Bernard Bougma, votre avant-propos du jour. Merci, président. Mon avant-propos va concerner les États-Unis. Dit un titre, je cite le titre, aux États-Unis, des jeunes rejettent les réseaux sociaux pour préserver leur santé mentale. Donc il y a des jeunes qui sont en train de mettre en garde sur les dangers au niveau des réseaux sociaux contre ce qui est donné de voir. Donc parce qu'il y a c'est des lycéens, des lycéennes, effectivement, qui avaient entre 12 et 13 ans quand ils ont commencé, effectivement, à être sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont eu leur téléphone portable à 11 ans et qui ont commencé à être sur les réseaux sociaux. Donc, et après, il y a de la dépression, il y a de la déprime. Et donc, ici, l'article d'ailleurs dit qu'il y a 1200 familles qui poursuivent les réseaux sociaux en justice. Il y en a qui ont choisi, parce qu'il y en a qui font de la sensibilisation, il y a d'autres qui ont choisi le terrain judiciaire. L'article dit qu'il y a 1200 familles qui sont en procès contre les maisons mères de TikTok, Snapchat, YouTube, Roblox, Instagram et Facebook. Donc, il y en a qui ont perdu leurs enfants à cause pour avoir consulté Instagram, les tutos et tout. Par exemple, des enfants se sont pendus parce que les tutos montrent comment se pendre. Donc l'enfant il regarde, il tente et puis en même temps il s'est pendu. Donc les parents se rendent compte que c'est dans des tutos, comme on appelle ça, liés à ces réseaux sociaux. L'article cite également une de 12 ans qui a fait une dépression parce qu'elle recevait des produits de minceur.
des pubs de produits de minceur qu'elle a commencé effectivement à appliquer pour avoir une forme encore plus fine. Et quand c'est comme ça, comme les algorithmes font leur boulot, on leur oriente vers des sites, des mouvements pro-anorexiques. Donc pour une adolescente, bon je dirais même pas une adolescente, 12 ans, donc déjà ça commence à être très difficile. Alors, et ces familles-là ont déposé des plaintes contre ces réseaux. Il y a ces jeunes-là qui ont abandonné les réseaux sociaux pour commencer effectivement, parce qu'il y a un problème de santé mentale. Les jeunes dorment peu, alors qu'ils doivent étudier, alors que. Donc, il y a une prise de conscience qui a été faite, mais ce n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, nous sommes tous rentrés sur les réseaux sociaux comme ça. Donc, les psychologues vont dire de donner la tablette à l'enfant à partir de tel âge. Mais les parents ne vont pas suivre. Parce que d'abord, c'est un moyen, bon, on a réussi, il faut tout faire pour que l'enfant ait la tablette, quel que soit l'âge. Il commence à utiliser, il devient accro. Il dort peu, il est toujours là-dessus. Les maigres budgets que vous lui donnez pour le pain à l'école, il se débrouille pour mettre quelques passes de connexion, et puis il est toujours sur les réseaux sociaux. Conséquence, et il va regarder des choses qui ne l'intéressent pas, et les algorithmes vont créer cette surcharge-là. Mais nous, comment nous avons fait? On est rentré comme ça, sans planifier, et aujourd'hui, il y a des organisations qui tentent, tant bien que mal, de faire une éducation aux réseaux sociaux, parce que même les adultes en ont besoin. On a souvent vu des autorités qui gambardent, mais de la façon la plus mauvaise sur les réseaux sociaux. Et après, ça revient effectivement contre la personne. Donc, j'ai dit que c'était un exemple à partager, parce que quoi qu'il en soit, d'abord, ce n'est pas un espace de non-droit, et puis c'est un espace aussi où il y a beaucoup de dangers, comme dans la vie réelle. Certaines fréquentations peuvent vous créer des problèmes. Dans la vie virtuelle, certaines pages ouvertes peuvent également vous créer des problèmes. Donc ce n'est pas un espace de non-droit, c'est aussi un espace de danger aussi. Donc qu'il faut dire, qu'il peut jouer même jusqu'à la santé mentale. Ce que j'avais comme avant-propos. C'est pas un espace de non-droit, il faut faire très attention parce que ça peut jouer aussi sur la santé mentale. Cela me rappelle qu'en Inde, il y a une expérience justement pour maîtriser l'utilisation des outils numériques et des réseaux sociaux. C'est deux avant-propos de ce jour qui se rejoignent d'ailleurs quelque part, et c'est la fin de cette séquence prélude de cette cinquième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, et nous abordons deux sujets. D'abord, parlons de cette réunion tripartite pour une convergence diplomatico-stratégique entre le Burkina, la Guinée et le Mali. Juge Geoffroy Vara, quelle est selon vous la pertinence d'un tel rendez-vous? Voir déjà 3 pays de la même zone se mettre ensemble pour discuter de leurs problèmes communs, il n'y a pas plus pertinent que cela. C'est-à-dire, ne serait-ce que dérouler ainsi, on ne peut que féliciter, parce que vous ne pouvez pas être le Burkina Faso avec le millier de kilomètres que vous partagez avec un pays comme le Mali, avec la réalité de sécurité que l'on connaît, et puis ne pas vouloir mutualiser vos efforts sur ce chapitre-là. Vous ne pouvez pas être aussi le Burkina Faso et puis avec les pressions, parce qu'ils en ont parlé, qui sont celles aussi, quoi qu'on dise, de l'espace communautaire auquel nous appartenons, du fait notamment des coups d'État à répétition qu'il y a eu, que vous n'entrevoyez pas des solutions au cas où. Et la Guinée devient forcément un couloir très intéressant, parce que partageant aussi la même réalité d'une transition militaire post-coup d'État. Donc, il y a aussi pour moi cette visée, cette vision, et puis voilà. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui ont été abordées, et peut-être qu'on va revenir dessus dans le détail. C'est la question aussi de nos économies. On sait que nos routes sont très pratiquées par nos opérateurs, nos acteurs du domaine, mais s'il est une réalité qui est partagée par la plupart des personnes qui empruntent ces routes-là, c'est bien de dénoncer à chaque fois les tracasseries qu'il y a sur ces voies. Et même sur les questions de développement, la question du chemin de fer est revenue. Je veux dire, il y a des éléments qui sont de l'ordre du su.
et sur lequel on s'est dit il faut une bonne volonté, comme le disait aussi le ministre des Affaires étrangères du Mali, il n'y a pas forcément que la question des ressources financières sonnantes et trébuchantes, il y a une question de volonté aussi sur certains éléments, et quand on voit des volontés affichées comme ça pour 3 pays d'une même sous-région, je dis c'est pertinent. 3 pays d'une même sous-région, mais 3 pays qui partagent une même réalité, la réalité de la transition politique qui doit déboucher sur un ordre constitutionnel normal. Bernard Bougma, vous êtes de l'avis que c'était pertinent de voir ces 3 pays se retrouver, d'autant plus qu'on avait pensé à une alliance entre ces 3 pays déjà. Bon, qu'il y ait une alliance entre les 3 pays, d'un point de vue formel, ça ne surprend pas. Parce que ces 3 pays ont à leur tête des putschistes. C'est des gens qui ont fait des coups d'État et qui sont en train de diriger leurs pays respectifs. Donc il y a une convergence dans l'agir. Ils sont en transition et ça doit finir par des élections. Et c'est aussi dans ce contexte-là, certains sont des mal-aimés au niveau de la communauté internationale et c'est peu de le dire. Donc Goïta ne dira pas le contraire, Doumbouya ne dira pas le contraire, et la tendance actuelle du Burkina Faso aussi, nous ne dirons pas le contraire. Donc il y a des choix effectivement qui sont faits, qu'il faut évidemment assumer. Mais ces 3 pays également sont très intelligents pour savoir que seul, ce n'est pas aussi évident. Et donc parce que la Guinée a été un très grand appui pour le Mali quand les frontières de la CEDEAO et de l'UEMOA à un moment donné ont été verrouillées au niveau du Mali. Donc quand les mesures sévères de la CEDEAO avaient été prises à l'encontre du Mali, c'était même pas seulement contre les autorités, je dirais la population malienne, parce que même les frontières ont été fermées. Dakar en a payé cher parce que c'est pratiquement avec le Sénégal que le Mali commerçait beaucoup. Donc il fallait trouver un couloir vers la Guinée. Maritime, c'est d'abord vers la Guinée, et non notre couloir terrestre par la Mauritanie pour pouvoir faire entrer ou faire sortir des produits. Donc la réalité, elle est là implacable. Et on a vu aussi que c'est ce long convoi de camions-citernes pour venir ravitailler le Mali en carburant par Doumbouya. Donc déjà, sur ces questions, il y a une convergence. L'autre aspect qui est important, c'est est-ce que seul d'ailleurs dans ce monde globalisé on peut. Les États-Unis d'Amérique, c'est un grand bloc. Mais regardez les pays latino-américains. C'est à qui mieux. Chacun se défend, à qui mieux. C'est des crises sociopolitiques à répétition. Donc, quand on prend les pays latino-américains, certains sont comme les pays, comme nos pays, à l'image de nos pays. Ça ne va pas. À côté de géants, comme le Brésil, l'Argentine, le Mexique, c'est des géants, mais à côté aussi, il y a d'autres qui galèrent. Donc, ensuite, regardons l'Europe. L'Union européenne, qui a uniformisé un certain nombre de choses, qui a son armée commune à travers l'OTAN, qui a aujourd'hui vous avez un visa Schengen dans l'espace européen, parti où vous allez. Ici nous avons tenté le passeport CEDEAO, c'est compliqué, je vous donne mon témoignage, j'étais dans une banque de la place avec le passeport CEDEAO. Le guichetier regardait, dit monsieur, c'est quoi ça? J'ai dit c'est le passeport de la CEDEAO. Que bon? Passeport CEDEAO, j'ai dit oui. Et puis c'est un document valable. J'ai dit mais je prends l'avion avec, c'est valable. Je ne le crois pas. Il part demander à son voisin, est-ce que ce document d'identité est valable? Il dit oui, que c'est le passeport CEDEAO, que c'est valable. On n'est pas encore dans la CEDEAO des peuples. Ouais, c'est ça. Sinon, un guichetier dans une banque connaît déjà les documents qui sont. Donc, là, le document, il ne le connaît même pas. Il y a un problème. Donc, on est dans une situation où le regroupement, nous sommes obligés. Malheureusement, on est resté dans les carcans de frontières héritées de l'époque coloniale. On s'y complaît, on se bat même pour ça. Mais pour effectivement nous entendre sur le minimum, on n'est pas encore arrivé. Donc, et pour nous regrouper, c'est l'autre côté qui doit nous donner l'initiative. Déjà, le G5 Sahel était un exemple patent. Donc, d'un point de vue déjà de la nécessité de regroupement,
Ça, c'est à saluer. Mais maintenant, sur les autres aspects de fond et de forme, on pourra regarder parce que nul besoin de dire aux États africains de s'organiser mieux et d'aller en groupe organisé. On l'a appris depuis, c'est l'union qui fait la force et en restant unis, on est plus fort. En restant regroupés, on est plus fort face aux autres groupes. En tout cas, le communiqué final de cette rencontre est tombé tard dans la soirée et tout en se félicitant de la vision commune que partagent les chefs d'État des pays concernés, les délégations burkinabè, guinéennes et maliennes ont passé en revue, je cite, des sujets d'importance majeure et d'intérêt commun, comme la réussite des processus de transition devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, la promotion de la bonne gouvernance, la mutualisation, vous en avez parlé, des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humanitaires, le renforcement de leurs relations tripartites par la dynamisation de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou, ainsi que la concertation sur les questions sous-régionales, régionales et internationales. Fin de citation. Geoffroy Vara, tout est dit dans cette énumération. Oui, tout est dit. Pour ne pas se répéter, c'est tellement naturel qu'on veuille coaliser nos forces au regard des enjeux de développement qu'il y a et au regard des enjeux de sécurité que l'on a. Maintenant, moi je dis qu'il ne faudrait pas que ce soit parce que dans les trois pays c'est des militaires qui sont au pouvoir qu'on pense que bon c'est naturel et que c'est logique. Ce qui est naturel et logique, c'est que la transition, et les différents ministres des Affaires étrangères l'ont dit, c'est que cette transition-là ne dure pas et qu'on revienne à un ordre normal. Ça, c'est important. Donc la vocation n'est pas d'avoir pour dénominateur commun d'être géré par des militaires qui se trouvent dans des salons présidentiels. Non, c'est plutôt la question d'un avenir commun. Je pense que si on se base sur cette sincérité d'objectif-là, là on pourra se comprendre. Ce n'est pas les turpitudes qui peuvent nous guetter qui devraient être le moteur. Oui. Non, non, non. C'est que historiquement, et que quand on regarde ces peuples-là, ils devraient pouvoir avoir quelque chose. Mais n'oublions pas, dans ce qu'il y avait de central, les trois diplomaties ont lancé des messages à l'endroit de l'Union africaine et à la CEDEAO. Notamment quand à la sanctions. Sur les sanctions, elles disent, ces sanctions-là, elles ne sont pas intéressantes parce qu'elles impactent les peuples. Ça c'est un. Et puis deux, sur les questions qui sont les nôtres, nous ne sommes pas invités à la discussion puisque nous sommes suspendus. Et donc, ça allait être intéressant qu'on puisse revoir cette question. C'est normal qu'il y ait ce problème-là qui soit posé. Mais en même temps, c'est des postures principielles pour ce qui est de la CEDEAO. Nous avons signé, on sait de quoi il s'agit. Donc, je pense qu'il y a peut-être chez la partie burkinabè, guinéenne et malienne, de dire c'est vrai qu'on est suspendu, mais sur les questions qui nous concernent, on aurait bien voulu être vraiment des plus impliqués. Et même que la suspension, en définitive, c'est pas au régime que vous faites mal, c'est plutôt au peuple. C'est un message, mais est-ce qu'il sera vraiment entendu? Ça, c'est une autre histoire. Mais en même temps, pour moi, il y a d'autres messages qui sont donnés. Quand vous regardez, j'ai dit c'est un couloir qui s'est créé. Donc, c'est une alternative au cas où on ait une CEDEAO qui veuille ajouter de la pression à la pression. Je pense que ça aussi, c'est un autre message qui est en train d'être donné. Ils ne vont pas attendre que ça arrive. Chacune de ces transitions-là n'attendra pas ça. Donc, il y a des alternatives qui sont en train d'être construites. Vous voyez, le Mali, sous les sanctions, beaucoup ont pensé que le Mali allait s'asphyxier. Ils ont trouvé des moyens. Ils ont créé des couloirs pour pouvoir sortir leur coton. Ça, c'est une obligation pour ces transitions. Parce qu'il y avait une volonté d'arriver à un vomissement d'une junte, de par, je préfère dire des militaires plutôt qui sont au pouvoir, de par une pression mise sur les populations qui n'en pouvant plus, diront, écoutez, peut-être que c'est vous la cause de notre malheur, donc partez. Mais ça n'a pas marché avec le Mali. La Guinée, quand vous avez une ouverture sur la mer, il y a des sanctions qui sont comme se couper les ongles, ça va repousser. Et donc, vous voyez qu'on a une CEDEAO qui a tenté des choses, mais qui ont été infructueuses et qui est revenue
elle-même a de meilleurs sentiments sans qu'on ne lui demande outre mesure de revoir sa copie. Donc il y a cette réalité. Donc si les trois pays arrivent à se mettre ensemble, ça devient en tout cas quelque chose de difficile, beaucoup plus difficile à gérer pour la CEDEAO parce qu'elle n'a fonctionné qu'en termes de sanctions. C'est ça aussi la réalité. Elle s'est dit, voilà ce qu'on brandit si vous ne faites pas ceci, voilà ce qu'on brandit si vous ne faites pas cela. C'est la même chose que, comparaison n'est pas raison, mais quelquefois c'est bon de faire aussi des parallèles. C'est comme aujourd'hui quand on parle du G5 Sahel, tout le monde savait que c'est voilà, il y en a qui disaient c'est un manchin, on ne voit pas. Mais il a fallu que le Mali, qui est un peu, quand vous regardez central de sa position géographique, ait le problème avec la France qui avait le lead sur cette question du G5 Sahel là, que on n'en parle plus. Vous allez faire ça comment? Vous allez survoler le Mali pour aller où? Le problème se situe où? Ce que vous voulez régler avec votre G5 Sahel. Donc, de fait, le retrait simple du Mali a occasionné ce qu'on est en train de voir, une mort qui était prématurée et une mort qui était déjà programmée et puis qui a été actée sans autre tambour. Imaginez que l'axe Conakry, Ouagadougou, Bamako se porte très bien. Il y aura un genre de nouveau regroupement au sein d'une CEDEAO qui se retrouvera un peu fragilisé. Oui. Ça, c'est une vérité. Donc, je veux dire, ils regardent ça aussi d'un certain œil et c'est un message qui leur est envoyé et je pense qu'ils le comprennent. Oui, c'est l'un des points majeurs de cette rencontre. Les délégations ont décidé d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autres restrictions, notamment de la CEDEAO et de l'Union européenne. Et d'ailleurs, et de l'Union africaine, pardon. On est bien en Afrique, hein, on parle de l'Union africaine. Et d'ailleurs, ils appellent à un appui technique, financier, concret et conséquent de ces deux institutions, la CEDEAO et l'Union africaine, aux efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel normal. Bernard Boukman. Bon, ça c'est mieux pour le politiquement correct. Quand je lisais cette ligne, j'ai dit, bon, ces messieurs-là savent déjà la réponse, mais au moins il faut le mettre, et c'est très important d'ailleurs de le souligner. Parce qu'une Union africaine qui est beaucoup plus administrative qu'offensive sur ces questions, c'est compliqué. L'ancien président de la transition de la même Guinée, Sékouba Konaté, avait été désigné pour la mise en place de la police de cette armée, la force en attente de l'Union africaine. Ça y est à quel niveau? Notre compatriote Idrissa Malo, saboteur, donc l'entraîneur sportif de football, a fait partie de ceux qui ont été consultés pour la mise en place d'ailleurs également d'une police commune. Ils ont fait ces consultations, ils ont déposé ce qu'ils doivent déposer en termes de rapport, ça est où. Donc, on est dans une situation où même d'abord à l'espace communautaire, en dehors des années où le Comog a fait d'armes dans certains conflits, Sierra Leone et Libérien, bon après c'est fini, on n'en parle plus. Il a fallu que le Mali ait un coup d'État et puis après on entend que la CEDEAO menace d'activer la force en entente pour aller casser du putschiste, pour aller casser du militaire à Bamako. Alors que il y a un terrorisme prégnant dans la bande sahélo-sahélienne, mais cette force-là elle fait quoi? Parce qu'elle n'existe pas, parce qu'elle n'est pas opérationnelle. Donc il y a cette réalité qui est là. Et donc en demandant l'appui conséquent, c'est des questions de principe. Vous avez fait un coup d'État, l'Union africaine a pris ce qui est comme élément fondamental dans ce texte, c'est un principe. C'est après que vous retournez là-bas. Donc pour ça, voilà. Mais maintenant, c'est bien de le soulever pour dire, bon, aidez-nous également à combattre et on pourra nous en sortir. Non, je pense que c'est beaucoup plus là le message qui est envoyé. Sinon, ce qui les intéresse, je pense que c'est surtout le point 10. C'est le point 10. Le point 10 qui souligne que... le point 10 qui les intéresse tous parce qu'ils savent qu'il y a un étau qui est en train de se resserrer. Donc ils sont obligés de se resserrer les coudes. C'est le point 10 qui les intéresse. Et le point 10 dit, en termes de perspective, les points suivants ont été retenus. Oui. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays. Et le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali. C'est ce couloir-là. Et puis l'organisation de l'exploitation minière entre les trois pays. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser
Voilà. Le projet de construction du chemin de fer Conakry, Bamako, Ouagadougou. La réhabilitation et la construction de routes internationales entre les trois pays devant servir de levier de croissance économique et faciliter la libre circulation des populations et des biens, la dynamisation des échanges économiques et commerciaux, le renforcement de la coopération dans le développement rural, de l'environnement et de la formation professionnelle. Donc, en fait, c'est surtout ça, le point 10. Alors que, effectivement, vous prenez tous les organismes de développement sous-régionaux, depuis l'époque du conseil, du fameux conseil de l'entente, jusqu'à la création du G5 Sahel, c'est presque tous ces mêmes projets reviennent à chaque moment. Chemin de fer, formation, appui, que ce soit avec la Côte d'Ivoire. On avait d'ailleurs il y avait un projet de boucle ferroviaire. Bien sûr. Voilà, de boucle ferroviaire entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, qui est même très avancé. Et vous regardez aussi, entre le Burkina Faso et le Ghana, avec le président Kaboré, c'était renforcé par rapport au chemin de fer. Le Ghana même est sur son projet et c'est très avancé. Quand le président Kaboré s'est réorienté légèrement vers le Ghana également, en termes d'énergie électrique, a aussi fait un pas en avant pour renforcer le Burkina Faso comme on appelle ça, dans cette affaire-là. Donc, ce qui fait que avec la Côte d'Ivoire, Sitara avait du plomb dans l'aile, compte tenu de la qualité des rails qui devaient être posés et des réalités. On se rappelle le combat que Nestorine Sangaré en avait fait par rapport à la qualité, comme on appelle ça, le modèle de rail qui devait être posé et qui dit que si on pose ce modèle de rail, on est obligé de payer toujours les trains dans telle ou telle entreprise parce que ce n'est qu'elle qui les fait maintenant. Donc, mais aujourd'hui, par exemple, ces genres de projets sont mis sous le boisseau. C'est ça aussi la pérennisation des acquis. Donc, au gré des dirigeants, au gré des circonstances, on n'arrive pas à construire quelque chose d'assez pérenne. Est-ce que nous allons continuer dans ça? Mais maintenant, est-ce que ces trois pays-là sont en train aussi d'aller vers l'idée de la fédération, une idée qui est chère à notre Premier ministre? Et en ce moment, quel va être le mode opératoire? Est-ce qu'on va nous consulter par référendum? Ou bien c'est les chefs d'État qui vont diriger? Parce que c'est quand même suffisamment fort. Dans la constitution malienne, les questions de fédération sont déjà réglées. Chez nous, voilà. Donc la réalité aussi, c'est comme je l'ai dit, ce qui les intéresse, c'était beaucoup plus le point 10 pour pouvoir régler. Parce que sur les mines guinéennes aussi, il y a ces Burkinabés là qui partent et parfois qui exploitent des mines qui ont été dûment accordées et les titres accordés à des gens et qui partent faire qu'on appelle ça, de leur voyage artisanal et qui ont des problèmes également à ce niveau-là. C'est ce que, en tout cas, moi je pense que c'est beaucoup plus le point 10. L'enjeu est beaucoup plus à ce niveau. Voilà, c'est beaucoup plus le point 10 qui campe les perspectives de cette, est-ce qu'on va l'appeler l'alliance, en tout cas de ce regroupement, de cette identité de vue. Mais c'est peut-être aussi une réponse à une situation qui existe. Ça, vous l'avez souligné d'ailleurs. C'est peut-être aussi une alternative à la dépendance qu'ont certains pays vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une rencontre éminemment politique, puisque on le sait bien, ces trois pays partagent une réalité politique identique. Geoffroy Wara. Oui, maintenant, politique identique, parce que ce sont des militaires qui sont au pouvoir, venus après des coups d'État. Et qui sont tous en transition. Et qui parlent tous d'un retour vers l'ordre constitutionnel. Et auquel la CEDEAO continue de mettre la pression pour ce retour-là, avec un calendrier dûment donné et sur lequel ils veulent plus de lisibilité. Quand on prend le cas du Mali, on sait aussi les pressions qu'il y a eu sur la question du calendrier. Est-ce que ça sera tenu? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est encore un point d'interrogation. Quand on prend le cas du Burkina, je ne vais pas rappeler certains spécialistes des questions électorales qui sont venus sur notre plateau pour dire que si on veut être rigoureux au regard des tests que nous avons déjà, les délais ne peuvent pas être respectés, et puis dire que il reste comme 21 mois ou c'est 20 ou je ne sais plus. Oui, en tout cas, dans le nombre de mois. Est-ce qu'il reste encore 20 mois? Il ne reste plus 20 mois. Dans ce qui avait été défini à compter du 1er juillet 2022, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on pourra respecter cela. Si on ne le respecte pas, c'est sûr qu'on aura une CEDEAO qui va encore revenir et mettre des pressions, demander encore un nouveau calendrier, des discussions et tout.
tout. Donc ça, chacun voit cela venir. La Guinée aussi, pareillement. Et donc c'est ce que j'ai dit, dans cette réalité-là, c'est comme un jeu de dames où chacun aussi pose ses pions. Et la CEDEAO, elle les regarde pas en tant que... Elle n'est pas niaise. Elle regarde, elle sait le message qui est en train d'être envoyé. Vous allez brandir encore des sanctions, mais eux sont aussi en train de s'organiser et ça risque de faire mal. Je crois que ça aussi, c'est un message. Et quand la ministre des Affaires étrangères dit on n'a rien contre la CEDEAO, c'est comme quand on vous dit faites comme chez vous. C'est la meilleure façon de vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous. Donc quand on dit à la CEDEAO on n'a rien contre vous, vos sanctions nous font très mal parce que ça touche nos peuples directement. On n'a rien contre vous. On est en train de donner plutôt un exemple à la CEDEAO en montrant comment est-ce que 3 pays qui traversent des réalités pareilles peuvent se mettre ensemble. Mais ils se mettent ensemble, c'est une CEDEAO qui va trembler. Et ça, c'est une réalité. Je pense que c'est le jeu de l'alternative possible qui est en train d'être brandi ici. Et la CEDEAO devra comprendre. Maintenant, je dis, ça doit avoir comme pour sincérité première, évidemment, le bien de ces populations-là. Parce que c'est vrai, quand il y a des sanctions, ce sont ces populations-là d'abord qui en pâtissent. Et donc, ça doit être d'abord ça, pour moi, la visée. Et c'est pour ça, quand Bernard rappelle le point 10, ça, il n'y a pas quelqu'un qui regarde cette sous-région et qui ne dira pas que sur les questions de développement, nos routes sont nos plaies. Et que la question du chemin de fer, ce qu'on a hérité du colon et tout, ça a été des tracés selon les intérêts qui étaient les leurs, depuis des zones de production en acheminement de richesses jusque chez eux. Aujourd'hui, depuis nos indépendances, on n'a pas recadré, repensé ces éléments-là au regard de nos besoins actuels. Et pour moi, ça, les arrimer à la réalité d'aujourd'hui et à ce que peuvent chacun des pays en termes d'interaction, ça c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, pour le reste, si c'est juste parce que c'est des militaires qui sont au pouvoir et qui sentent qu'il peut y avoir un destin commun qui ne serait pas intéressant parce que la CEDEAO risque de revenir avec un bâton, c'est pas pour moi ça le principal. Ouais. En effet, pour parler du chemin de fer, évidemment, avec les colonisateurs, les projets n'ont pas été même complètement aboutis. Je me rappelle bien qu'il devait avoir un chemin de fer entre une organisation commune Bénin-Niger, ça s'appelait encore à l'époque OCBN, qui devait quitter Cotonou et arriver jusqu'à Niamey. Le train s'est arrêté, les rails se sont arrêtés à Parakou. Et il n'y a même pas que ça, Même quand on revient sur ce qui s'est passé avec la gestion de notre chemin de fer, regardez comment des comptoirs, des zones qui étaient sans vie, mais du fait qu'il y avait des gares là-bas, des arrêts de train, vous voyez comment ça faisait de ces zones un genre de poumon et ça impactait les économies de ces zones. Sans crier gare, parce que ça n'arrange pas celui qui gère le chemin de fer, qui n'est pas forcément africain, eh bien on a éliminé certaines gares, on a tué certaines économies, on a tué certains pôles. Je dis, ça aussi c'est des choses que nous avons laissé faire. Quelquefois on se demande, mais qu'est-ce que nos dirigeants, ils avaient dans la tête au point de pouvoir laisser comme ça ces facteurs de développement et puis des options qui sont rentables peut-être pour une entreprise privée, mais qui dessert forcément les intérêts d'une nation. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je rejoins ce que le ministre des Affaires étrangères malien disait. Quelquefois, c'est une question de vision d'abord et de volonté. Moins une question de sous, même si c'est une question aussi de sous, mais qui vient par après. Il faut cette vision, il faut cette volonté. Oui, il faut cette vision, il faut cette volonté, et il faut bien le reconnaître, il faut améliorer tout le chantier de la libre circulation des personnes et des biens. Les non-africains, a dit le ministre, je crois, toujours le malien, circulent davantage mieux que les Africains eux-mêmes entre eux. Rapidement, on va donner la parole à Bernard Bougma. Est-ce qu'on dirait une coalition pour avoir, disons, un point commun, là aussi, sur ces échéances électorales? Parce que, effectivement, les élections sont projetées en 2024. On sait que ça risque de poser problème, pas seulement pour l'un des pays, mais pour l'ensemble de ces 3 pays. Oui, tout à fait, parce que au Mali, je vois déjà des ballons d'essai qui mettent 2026. Et avec la photo du chef de l'État Goïta. Ils disent que bon, il faut aller en 2026, on n'est pas prêt. Donc il y a déjà des ballons d'essai au niveau de Bamako. Chez nous, il n'y a pas de... Je fais partie de ceux qui pensent qu'en 2024, on n'aura pas d'élection. Parce qu'il y a eu une parade
qui a été d'ailleurs trouvé dans l'accord avec la CEDEAO. C'est le fameux compromis dynamique. C'est cela. Ce qui fait que si on estime qu'on n'est pas prêt, on dit à la CEDEAO, comme on avait dit que quand on ne sera pas prêt, on va revoir, là vraiment on n'est pas prêt, on va revoir. Donc on a subtilement ménagé une porte de sortie, ce qui fait qu'un report chez nous, la CEDEAO ne peut pas trouver un redire. Parce que là, au moins, c'est clair que c'est un compromis dynamique. Parce qu'on avait même dit, parce qu'on avait même dit que si on rétablit les choses avant, on pourrait même organiser les élections même avant la date exactement du 1er juillet. Donc, on a même dit que si on arrive à inverser la tendance et que les conditions sont réunies pour organiser les élections avant, on va le faire. Ça veut dire également que si on n'est pas, les conditions ne sont pas réunies pour le faire ça à bonne date, on va reporter. Donc, on a ménagé suffisamment une borne pour avoir des marges de manœuvre. Mais quand on regarde, comme on appelle ça, de la façon dont les choses sont en train de se dérouler, je ne pense pas. Parce que pour le faire, la dernière fois, le docteur Béré disait ici, il y a tout un calendrier à dérouler jusqu'au jour du premier tour, vider le contentieux électoral. S'il y a un second tour, faire la campagne, tenir le second tour, vider le contentieux électoral, proclamer les résultats provisoires, les résultats définitifs, le Conseil constitutionnel entre en action pour préparer maintenant, comme on appelle ça, l'investiture officielle, et tout prend fin le 1er juillet. Le 1er juillet, ce n'est pas le jour des élections. C'est le 1er juillet, c'est la fin officielle de la transition. Et si, par exemple, dans les simulations, sur le mois de mars, fini pour ce que certains techniciens nous disent, si le mois de mars finit qu'on n'a pas lancé certaines opérations, ce n'est vraiment pas évident. Voilà, donc je pense que d'ici là, c'est pas aussi évident que les uns et les autres nous disent. Maintenant, je voulais faire un parallèle entre ce qui s'est passé et puis ce qui s'est passé, c'est toujours à Ouagadougou ici, le 29 juillet 2008. C'était ce jour-là que le président Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré ont signé officiellement l'acte de naissance du traité d'amitié de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Je me rappelle de l'adresse du président Laurent Gbagbo au député burkinabé. Il avait dit que c'est l'axe Paris-Berlin qui fait le couple Burkina, le couple Côte d'Ivoire-Burkina qui fait le moteur de la sous-région. Donc l'objectif c'est de faire de l'axe Ouagadougou-Abidjan, comme on appelle ça, l'épine dorsale, c'est-à-dire le moteur du sous-développement ouest-africain. Effectivement, ce qu'il dit, c'est vrai. Si on tient compte de la situation géographique du Burkina, qui, en son temps, sur le plan politique, était très fort, et on tient compte également de la force de frappe économique d'Abidjan, effectivement, ces deux pays, s'ils s'allient, ça peut marcher. Au gré des régimes, il y a eu des rapprochements ou des distances. Ce qui est curieux, c'est que le TAC est né en pleine crise ivoirienne. Et quand il y a une crise au Burkina, les TAC ne se tiennent pas. En 2015, il n'y en a pas eu. Il y a eu quelques rencontres. Bon, nous sommes dans une situation, comme on appelle ça, de coup d'État. En juillet dernier, les TAC ne se sont pas tenus. Mais les TAC sont nés au moment où la Côte d'Ivoire est en crise. Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas les TAC au moment où nous sommes en crise? Parce que dans le document, il est dit que c'est de la recherche de solutions communes. Bon, s'il faut attendre des régimes, c'est vrai que Gbagbo n'était pas issu d'un coup d'État. Il est issu d'une élection quand bien même controversée. Mais quoi qu'il en soit, c'était dans une vraie crise sociopolitique, comme nous sommes actuellement dans une crise sociopolitique doublée de problèmes sécuritaires. Ouais. Bon, qu'est-ce qui fait que les deux pays ne peuvent réellement pas s'asseoir, se parler et puis dire bon, on met l'essentiel, comme on appelle ça, sauvons l'essentiel, quoi. Parce qu'on a beaucoup de projets communs et avec le TAC, on est même suffisamment très avancé sur certains projets. Mais malheureusement, j'ai dit c'est au gré des dirigeants. Maurice Yamego est rentré en 1965 d'Abidjan avec dans la sacoche le projet de la carte d'identité commune entre les deux pays. Le 3 janvier, je pense que c'était en décembre. Ou bien c'est en novembre 65 qu'il est rentré avec, donc en tout cas c'est dans le dernier trimestre de l'année 1965. Le 3 janvier 66 il a été renversé et puis le projet il est mort-né. Bon, aujourd'hui, donc la question c'est où vont ces trois, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à formaliser la fédération? Je reviens sur ma question. Ou bien c'est parce que c'est pour faire face à une situation ponctuelle, parce que des situations ponctuelles on a eu avec le TAC qui évolue au gré des dirigeants.
Est-ce qu'il faut rentrer dans cette dynamique d'instabilité même institutionnelle en créant des regroupements au gré des circonstances pour les dissoudre après, je ne sais pas. Ponctuel ou pas, on aura l'occasion de voir sur le terrain comment ça va fonctionner, cet axe-là et ce qui va se passer. Je vois que Jules Vara veut intervenir encore là-dessus. Un petit mot et puis on va dire quand même quelque chose sur le deuxième sujet. Non, l'exemple de Bernard Bouma est tellement pertinent, c'est ce que je disais. Tant qu'on a des inventions qui ont pour objectif de créer des passerelles parce qu'on pense qu'on peut se sauver ainsi, ça ne va pas marcher. Parce que même quand on prend le cas du TAC, le TAC, c'est parce qu'il y avait un froid monstre entre le régime ivoirien et celui burkinabé. C'était un genre de passerelle qu'il s'était créé. Et même, par moments, quand ça se faisait pendant des tensions, c'était même quelquefois aussi la passerelle de discussion et quelquefois le canal pouvait passer un certain nombre d'éléments. Après, le canal ne sert plus parce que c'est d'autres personnes qui viennent et bon, mais lorsque vous regardez, on y a mis des questions de développement majeurs. Mais il y a certaines questions qui ont prospéré sur la fourniture, par exemple, de l'électricité et beaucoup d'autres. Et même là encore, vous avez le sentiment qu'on jugule selon les sentiments qu'on a avec le régime de l'autre côté. C'est ça un peu notre plaie. Et je veux dire que pour revenir à la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si on pense d'abord aux populations et que c'est ça la dynamique, ça va en tout cas prospérer. Maintenant, si c'est parce qu'on pense seulement que bon, il y aura des régimes qui risquent d'être tapés, ça ne va pas aller plus loin que ça. Ça ne va pas aller plus loin que ça et nous on souhaite que ça aille plus loin que ça, qu'il y ait des actions pérennes qui permettent effectivement de sortir nos populations de cette situation-là de façon durable. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même aborder le deuxième sujet de cette émission. Le Burkina, la Guinée, le Mali, on vient de le dire, appellent ni plus ni moins la CEDEAO et l'Union africaine à changer leur regard sur les transitions en cours dans ces pays. Pendant ce temps, eh bien, le chef de l'État burkinabé, je reste avec vous, Geoffroy Vara, invite les forces de défense et de sécurité de son pays à changer de paradigme. Il a dit lors de la conférence des commissaires de police qui s'est ouverte hier à Ouagadougou et qui se poursuit ce vendredi. Qui se tient encore aujourd'hui. Donc on a tous eu les échos donc, de la prise de parole du président, le capitaine Ibrahim Traoré. 300 commissaires de police dans une salle, c'est le meilleur moment pour leur lancer son message. Et il dit des choses très intéressantes, c'est-à-dire qu'il a comme l'impression que ça se marche sur les pieds. Ça veut dire qu'il faut redéfinir de façon concrète les espaces d'intervention. C'est ça. Et ce qu'il dit n'est pas faux. On a beaucoup d'éléments qui reviennent pour dire que, bon, quelquefois, ça ne va pas entre policiers, ceci, entre gendarmes, militaires, nanani. Mais ça aussi, ça peut s'expliquer par le constat qu'il fait lui-même. Et peut-être que le repositionnement des choses permettra, de par les fonctions bien précises et les périmètres bien définis, de solutionner cela. Mais en même temps, je me pose la question, comment on y parvient lorsque même la police, on veut la faire évoluer. C'est pas dans la dynamique malienne où on l'a militarisé carrément, où ils y étaient, ils l'ont laissé, ils sont revenus. Mais il y a cette envie-là, en tout cas, de lui donner une capacité qui est autre que celle actuelle là, ou bien celle passée, de pouvoir répondre à un contexte qui lui a évolué et qui est plus différent. Et donc pour moi ça c'est intéressant. Et puis on connaît le président pour son discours franc. Il est revenu sur la question de corruption et il a dit que ça doit commencer par l'armée. Il parle des FDS de façon générale. Parce que à chaque fois que le RENLAC a fait sortir ses rapports, bon, nos amis sont souvent très bien ou très mal logés, c'est selon la façon dont on voudrait présenter la chose ou ironiser, quoique le sujet soit assez sérieux. Donc, c'est un problème, c'est un véritable problème. Si aujourd'hui les contrôles documentaires ne se font pas, c'est juste parce qu'il y a ce constat-là qui est revenu plusieurs fois. Et c'était le moment pour le président de rappeler qu'il faut rester centré sur la question première qui est celle de la sécurité. Et puis, il faut montrer aussi l'exemple, ne pas donner le visage du corrompu. Et ça ne va pas servir, ça ne sera pas intéressant. Donc il y a l'unité qu'il a prêchée entre les différents corps. Il y a la solution qu'il a proposée
qui est celui du repositionnement, qui est très intéressant. Et puis la question de la corruption sur laquelle il est revenu, et pour moi c'était des éléments assez essentiels. Et puis il a toujours appelé, il faut qu'il soit courageux, voilà, c'est cette niaque-là qu'il partage. Aujourd'hui encore, bon, ils vont continuer de discuter sur ce que devrait être cette police-là dans le contexte nouveau dans lequel nous sommes. Bien entendu, les travaux continuent aujourd'hui. On aura des recommandations. On reviendra derrière pour décrypter tout cela pour vous, auditeurs de Watt FM et téléspectateurs de Truth TV. Nous sommes dans cette audience du tribunal de l'actualité, comme vous le savez, et pour le président Ibrahim Traoré, eh bien, dans ce combat contre les terroristes, tous les porteurs de tenue devraient se départir de la paresse et de la fatigue. En somme, le président Traoré semble dire, eh bien maintenant, l'heure c'est l'heure, tous au front, la guerre totale va enfin commencer. Oui, et il semble aussi être agacé par le comportement de certains, les rivalités aussi entre les corps. Apparemment, ça l'agace. Bon, mais ça a toujours été comme ça, hein. Entre les agents du FBI et ceux de la CIA, surtout sous certaines opérations, c'est compliqué. Donc la réalité aussi, elle est là parce qu'il y a des forces de défense, il y a des forces de sécurité intérieures. Parfois, ces deux forces ont même aussi des supplétifs. Donc, c'est difficile qu'elles ne se marchent pas sur les pieds. Mais je pense que ça tient au contenu de formation que les différents corps donnent et les messages qu'ils donnent à leurs éléments par rapport à l'autre corps. Donc si le message c'est un message de dévalorisation et il y en a à l'appel entre les corps, naturellement ça va nourrir un complexe d'infériorité et ou de supériorité en fonction de la posture de l'une ou de l'autre force. Regardez comment les convois sont organisés. Si on doit normalement tenir compte de l'organisation, effectivement, le convoi présidentiel, il y a une organisation typique. Quand Damiba est arrivé, pour couper court, il a réorganisé de telle sorte que tel corps s'occupe de la protection de telle entité, de telle institution, tel corps va s'occuper de telle institution, de telle entité, pour effectivement éviter ce débat-là. Mais on ne peut pas l'éviter. Donc il y a une police qui demande des armes pour combattre, qui dit que nos armes sont venues, c'était pour nous, mais on a remis à tel corps. Donc il y a ce débat de fond, donc il y a cette rivalité-là qui est là, donc qui ne facilite pas la collaboration. Et même dans le domaine du renseignement, les uns et les autres ne sont pas parfois enclins à partager ce qu'ils ont comme renseignement, comme information. Ça, c'est clair, c'est ça aussi la vérité. Donc, ça sent l'agacement. Et maintenant, il dit même que ceux qui ne veulent pas combattre, on fait une liste et puis on les remercie tout simplement. Exactement. Ah bon? C'est sûr que ça va marcher comme ça. Donc, j'ai dit, ça sent l'agacement d'un président qui veut combattre, mais qui a l'impression que les autres ne veulent pas ça. Comme tout le monde, voilà, je vais dire les autres, tout le monde ne veut pas mouiller le maillot. Vous ne pouvez pas mouiller le maillot. Alors que c'est clair, à quoi sert un général d'armée? À quoi sert un général avec une armée qui a peur? Vous avez beau être un combattant, mais si derrière vous, la majorité a peur de combattre, ne veut pas aller au front, ça va être un problème. Donc, je pense qu'ici, s'il y a aussi un discours de vérité, effectivement, à servir. L'ancien ministre de la Sécurité, d'ailleurs, l'a dit, quand les balles sifflent, les balles ne tirent pas. Qui est policier, qui est gendarme, qui est militaire? Les balles ne tirent pas. Oui. Donc, il n'y a pas de raison également que nous ne puissions pas, en bonne intelligence, effectivement, le faire. Mais l'organisation des États, l'organisation administrative, l'organisation de la sécurité, de la défense également répond à comment on appelle ça, à des schémas bien donnés. Alors, dans notre contexte de crise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fond tout dans la demande, et comment on appelle ça, dans la défense, ou bien qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des rapprochements entre police et gendarmerie. Certains ont plaidé pour une fusion des deux corps. Et là aussi, il y a même un vieux débat là-dessus. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Donc, alors que la gendarmerie est par essence un corps de campagne. Oui. La police, c'est une force de sécurité intérieure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous sommes dans... Je crois qu'on n'est pas à la fusion actuellement. On n'est pas à la fusion. Mieux organiser les différents corps pour que chacun ait des positions claires et nettes, avec des missions claires et nettes dans ce combat pour que tout s'insère. Mais ça existe. Hein. Si cette organisation-là existe. Mais ça ne peut pas empêcher que les corps se marchent là-dessus. Si vous êtes un corps de campagne et vous avez des garnisons en ville,
naturellement, ça va. Voilà. Maintenant, comment on réorganise tout ça pour que les rivalités inutiles là ne soient pas, ne créent pas plus de problèmes qu'on est censé effectivement résoudre. Tenter de dire qu'il y a une réunion entre les policiers et les gendarmes, essayer de trouver c'est où on va tenir la rencontre. Déjà, même pour pouvoir tenir, ceux qui ont organisé ces genres de rencontres, souvent, au niveau des ministères, savent. Si ça implique les deux corps, c'est où on va faire ça? À la DGPN ou à l'état-major de la gendarmerie. Il y en a qui ont eu des difficultés pour trancher au niveau des ministères, de manière à ce qu'on travaille de près avec ces deux corps-là. Donc, il y a ce problème-là qui existe. Mais maintenant, au front, il a dit tous les porteurs de tenue vont combattre ensemble. Bon, comment est-ce qu'on va organiser, on verra. On verra comment cette orchestration sera menée. En tout cas, il a son idée, il a sans doute aussi donné des instructions pour que les choses changent effectivement sur le terrain. Geoffroy Varra l'a rappelé, il s'agit de 300 commissaires de police qui se sont réunis autour du thème « La police nationale à l'ère de la modernisation institutionnelle et des défis sécuritaires émergents ». Et le président Ibrahim Traoré a parlé, il a dit qu'il s'agit en fait d'une guerre d'intelligence et qu'il faut s'adapter continuellement aux stratégies de l'ennemi. Il a même dit qu'il faut changer de paradigme. C'est ça. Et je suis d'accord. Quand vous apprenez, je le rappelle encore, que des terroristes sont capables de s'asseoir autour d'une table, signer un pacte pour revenir de plus belle vous attaquer, comprenez que vous-même, ce qui peut vous sauver aussi, c'est l'union. Ils ont signé, il n'y a pas longtemps, je pense de Ashpa, le MNLA, Akidal et le CSP, ils ont signé. J'ai dit des mouvements indépendantistes qui disent on a un ennemi commun. C'est vrai qu'on a signé un pacte en 2015 ou quoi, mais ça ne tient plus. Il faut qu'on se réorganise pour faire encore plus mal. Mais quand vous entendez ça, vous devez comprendre que les guéguerres là, entre vous, ça ne va pas vous sauver. Donc je pense que ce que le président dit là, c'est une pure vérité. Ça ne sert pas d'avoir toujours peut-être même les mêmes propos du militaire sur le policier, du policier sur le gendarme aussi qui pourrait se croire. Voilà, ça c'est des choses qui ne devraient plus être, comme on dit, la pluie vous bat, vous vous battez. Entre vous, c'est pas la solution. Tant qu'on ne va pas en bonne intelligence, et puis évidemment dans une réorganisation, et c'est bon que le président dise que peut-être qu'on se marche dessus, donc il faut redéfinir un certain nombre d'éléments. Si ça c'est fait, peut-être que ça va permettre de résorber un peu les quelques tensions qu'on a, mais souvent aussi il ne faudrait pas tout voir d'un mauvais œil. Il y a la saine émulation et puis, vous savez, la compétitivité et puis l'envie de bien faire, quelquefois la combativité qu'il y a, ce n'est pas nuisible. Chacun veut faire mieux, veut montrer ce n'est pas forcément nuisible. Mais quand ça commence à nuire à l'esprit du groupe, là, il faut faire attention. Et je pense que ce type de piqûre de rappel sied en ce moment. C'est une piqûre de rappel et cela sied en ce moment. On est dans une guerre d'intelligence. Il faut que chacun apporte sa contribution, son intelligence pour qu'on la gagne. Oui, tout à fait. On ne peut pas gagner en étant divisé. Et les Saintes Écritures, d'ailleurs, sont claires en la matière. Toute nation divisée contre elle-même tombe en ruine. On n'a pas dit que on dit tombe en ruine. Le mot est clair, les termes sont clairs, tombe en ruine. Est-ce que nous pouvons gagner dans la division? Non. Il nous faut gagner dans l'intégration et dans la fédération des intelligences. Et ça, au Burkina, ce n'est pas un discours de gagner aussi facilement dans l'Union, compte tenu des distanciations qui existent entre les considérations idéologiques et politiques, compte tenu également de ce qu'il y a comme élément de frustration. Vous nous avez renversé, on verra. Vous revenez renverser, d'accord, vous venez de nous renverser, on verra. Donc on est beaucoup plus aussi dans le on verra, suivant les réseaux sociaux, même dans la même famille MPSR, entre le MPSR qui a été dirigé par Damiba et le MPSR qui est en train d'être dirigé par Traoré. Regardez les mêmes soutiens d'hier et d'aujourd'hui du même MPSR. Les positions ont changé de but en blanc, du jour au lendemain, alors que c'était les mêmes éléments de la même famille MPSR qui sont dans le on verra. Il n'a pas dit qu'il peut, non. On verra. Donc dans ce on verra là, je pense qu'il y a un discours à tenir par l'autorité pour pouvoir fédérer les uns et les autres autour d'un même, comme on appelle ça, je dis bien pour sauver l'essentiel, parce qu'il y a toujours une contradiction principale et des contradictions secondaires. Réglons la principale, les secondaires, ça ne peut pas finir. Réglons la contradiction principale et restons dans la fédération des énergies, des intelligences. Restons en synergie avec toute cette guerre qui doit
être menée avec nos intelligences. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 5e et dernière de cette semaine, au cours de laquelle les juges ont porté leur regard sur des questions diplomatiques, politiques aussi, mais aussi sécuritaires. Merci, Bernard Bougma. Merci, Président. Merci, juge Geoffroy Avara. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation menées toute la semaine par Aimé Zondi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. En vous remerciant aussi, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tru TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Je vous rappelle que Je voudrais n'a jamais rien fait. J'essayerai à faire de grandes choses, mais Je veux à faire des miracles. Prenez en bonne note en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité la semaine prochaine, aux mêmes heures et sur les mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.